Salut, j'espère que vous allez bien et que vous profitez de la chaleur de l'été, que c'est pas trop dur pour vous. C'est Jérémy, la chaîne c'est Frugalisme et Liberté Financière. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler de 5 croyances sur l'immobilier, 5 croyances qui sont fausses en fait. On a souvent tendance à dire qu'il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, et tu sais bien que la réalité elle est toujours plus complexe et qu'il y a plein de contre-exemples. C'est l'objectif de cette vidéo, c'est de te montrer que rien n'est tout blanc ni tout noir et que ça demande de l'expérience, de l'expertise. C'est parti. Bienvenue sur cette chaîne, ça s'appelle Frugalisme et Liberté Financière. Frugalisme, l'art de faire des économies mais sans se priver, l'art de vivre en dessous de ses moyens pour épargner plus d'argent, le faire travailler à sa place, et puis envisager le futur, l'avenir avec plus de sérénité, plus de sourire. C'est bien entendu des questions qui sont essentielles à l'heure actuelle, où on a une inflation qui est folle, qui risque de continuer avec des difficultés pour bon nombre d'entre vous. Et puis la liberté financière, parce que la liberté financière, c'est aussi la liberté de ne pas être uniquement dépendant de son emploi, d'avoir d'autres sources de revenus, d'avoir plus de temps pour soi. Et cette liberté, quand tu as compris que ta retraite, tu l'auras pas ou peu, tu sais qu'il faut réussir à te constituer des revenus autres, des revenus alternatifs, pour être plus autonome, pour être plus libre. Voilà, donc c'est l'idée, c'est le principe de cette chaîne, c'est le principe des contenus que je partage avec toi, avec vous, sur cette chaîne, sur le site internet www.lefrugalisme.com. Donc tu retrouves des articles que je publie régulièrement ou avec des idées pour avoir des revenus complémentaires, avec des idées pour économiser, avec des idées, des réflexions aussi sur parfois sur l'actualité ou sur les questions qui sont relatives à l'investissement dans l'immobilier, etc. Puisque je suis moi-même investisseur dans l'immobilier. Et si tu veux aller plus loin, je t'invite à consulter les programmes de formation avec le lien qui est en dessous de la vidéo. J'ai notamment une formation à l'immobilier qui s'appelle Immo Liberté, dont le prix va augmenter à la fin du mois d'août. Grosse formation, très complète, avec des questionnaires, des quiz, une formation de 36 heures avec une douzaine de modules. Enfin, c'est du costaud, c'est du balèze, donc je t'invite à aller voir. On a d'excellents résultats auprès des membres de la communauté, puisque c'est ça aussi qu'on a réussi à constituer petit à petit au fur et à mesure du temps. C'est une communauté, on se rencontre des fois, voilà, quand j'ai l'occasion d'être dans le coin, on essaye de se rencontrer et puis de partager des moments ensemble, parce que c'est ça le but, c'est ça l'idée. C'est certainement pas de vous apprendre à vous serrer la vis et à ne pas vivre. Vous pouvez me retrouver en podcast sur toutes les plateformes, ça s'appelle Frugalisme et Liberté Financière. Dans la vidéo d'aujourd'hui, comme je l'indiquais en introduction, 5 fausses idées, 5 idées préconçues un peu sur l'immobilier que je voudrais casser, 5 mythes si on peut dire. La première idée qui est fausse, c'est pas que c'est faux, c'est que c'est plus compliqué que ça, c'est l'idée qu'il faut mettre le moins d'apport possible dans l'immobilier. Il faudrait mettre absolument le moins d'apport possible, voire mettre pas d'apport du tout. Alors pour ça, faut que je te réexplique rapido l'histoire de l'effet de levier. C'est pas compliqué, tu veux acheter un appartement, tu veux acheter un bien immobilier, plus tu empruntes d'argent à la banque, d'accord, moins tu en mets de ta poche, et si tu achètes un appartement qui est pas cher et que tu fais une affaire, tu es en autofinancement, donc le bien se rembourse et te permet en plus de payer les charges et de couvrir la fiscalité. Donc ça fait que tu arrives à une opération à zéro, voire un tout petit peu en positif. Donc dans ces cas-là, on dit qu'on est en cash flow positif. Bon, c'est bien, mais la question qui se pose, c'est parfois de se dire « mais alors, est-ce qu'il faut que je mette quand même de l'apport ou pas ?» Plus tu mets d'apport, plus cet effet de levier, il se réduit, ça va de soi. Moins tu mets d'apport, plus il est maximisé. Et dans une situation entre guillemets idéale, on fera un investissement financé à 110% avec les frais de notaire, et puis en plus de ça, on demanderait un différé de 2 ans pour commencer à rembourser, etc., etc. Encore une fois, c'est bien, mais la réalité, elle est plus complexe que ça. Moi, j'ai fait des opérations en les finançant comme ça à 110%. Mais j'ai fait aussi des opérations, et j'ai commencé d'ailleurs comme ça, en achetant par exemple des garages cash.
tu vois, sans faire de crédit. Pourquoi? Parce que si tu veux acheter un box comme ça qui passe, ou un petit appartement ou un bien pas cher, ça arrive parfois, eh bien tu vas pas faire un crédit immobilier pour 10 000 euros, tu vois, ni même pour 5 000 euros. Et je prends un cas, ça m'est déjà arrivé d'acheter des box pour 2 500 euros. Évidemment, si tu as l'argent, si tu as le cash, tu l'achètes tout de suite. Ça, c'est un premier cas. Deuxième cas, c'est moi-même, quand j'ai commencé à investir dans l'immobilier, j'avais pas compris toute la mécanique de l'effet de levier. Donc en fait, si tu veux, pour être sûr d'être en cash flow positif, d'avoir de l'argent et tout à la fin du mois qui rentre et que j'ai pas une dette et que ça me mette pas dans la panade, je rajoutais de l'apport, même beaucoup d'apport. Et même la banque, elle me disait, mais il est bizarre lui, pourquoi il met autant d'apport? Et donc, plus tard, quand j'ai mieux maîtrisé les questions qui sont relatives à l'effet de levier, eh bien j'ai revendu certains de ces biens pour récupérer mon argent, récupérer mon cash et garder principalement à la banque, du moins les biens qui étaient majoritairement financés grâce à de l'emprunt bancaire et de l'effet de levier. Donc, en fin de compte, l'autre question qu'on peut se poser, c'est est-ce que j'aurais pu réussir à faire des investissements à 110%? Est-ce que la banque, elle aurait suivi si j'avais pas déjà fait des investissements en mettant de l'apport ou en les payant cash? Et ça, je ne le saurais jamais, puisque à l'époque, moi j'avais un profil d'investisseur, tu vois, qui était pas au top. J'étais pas en CDI, j'avais pas d'employeur fixe, etc. Tu vois. Et donc c'est peut-être aussi à ça que peut te servir ton cash. Ça peut te servir aussi à stabiliser une situation ou à permettre de commencer à mettre le pied à l'étrier, etc. pour des profils qui sont moins faciles, moins évidents. Donc encore une fois, tu vois bien que j'aurais peut-être pas réussi. Je ne le sais pas en vérité, mais j'aurais peut-être pas réussi à faire des investissements à 110%, en faire plusieurs, si j'avais pas d'abord fait des investissements en utilisant du cash. Voilà. Donc, encore une fois, l'idée qu'il faut absolument mettre le moins d'apport possible, c'est pas si évident, parce que là, tu vois bien que c'est du cas par cas et que ça dépend de ta situation et de ton profil et de ton histoire quelque part, je dirais. La deuxième fausse croyance, c'est de croire qu'il faut surtout pas acheter sa résidence principale. Et ça, c'est une bêtise. Parce que si tu n'achètes jamais ta résidence principale, tu seras toujours locataire. Bon, ça va de soi. Donc in fine, tu passeras ta vie à enrichir un propriétaire. On peut voir les choses de cette façon-là. Plutôt que au moins tu te dis, je paye un crédit, mais à la fin le bien il est à moi. Ok, ça peut être une idée et ça s'entend parfaitement. Moi, ce que je dis, et on m'en fera pas démordre, c'est que quand on s'engage dans un processus d'investisseur, quand on veut se lancer là-dedans, dans l'investissement immobilier locatif, mieux vaut ne pas commencer par ta résidence principale, puisque tu vas utiliser la majorité de ta capacité d'emprunt pour ta résidence principale. Donc tu auras très peu de capacité d'emprunt ensuite pour faire du locatif. Voilà, moi c'est tout ce que je dis. Après, il y a des stratégies d'investisseurs qui sont efficaces aussi, qui ont fait leurs preuves avec l'achat de la résidence principale. Pourquoi? Parce que, en France, et là aussi c'est une niche fiscale qui va être rabotée, n'en doutez pas. C'est quand on est propriétaire de sa résidence principale, quand on la revend, on est exonéré sur la plus-value. Voilà, tu payes pas de plus-value sur la revente de ta résidence principale. Alors pourquoi je dis au bout d'un certain temps et tout, c'est que si tu le fais très rapidement, si tu fais ça tous les ans, les mecs ils sont pas bêtes, tu vois, ils vont devoir arriver et puis ils vont te rattraper et puis ils vont te coller des pénalités. Donc voilà, si on fait ça, faut que ce soit cohérent, faut que ça colle avec un projet de vie, faut que ça puisse être justifié. C'est pour ça, voilà, raisonnablement, changer de résidence principale tous les 5 ans en revendant pour prendre la plus-value, ça a du sens. Et je vais même aller plus loin. J'ai un copain qui avait acheté un appartement à Boulogne-Billancourt. En 2009, il l'avait acheté 130 000, un 2 pièces, et il l'a revendu en 2020 plus de 250, quoi, tu vois. Et encore, je pense qu'il aurait pu le revendre encore plus cher s'il avait attendu un peu. Et donc, la plus-value, c'est in the pocket. Voilà, puisqu'il vivait dedans, c'était sa résidence principale. Et ça en faisant rien. Donc quand on fait ça, on est dans une pure optique de spéculation. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Je vous laisse juge. Personnellement, je tiens à vous faire savoir que l'OCDE a émis des dossiers, des recommandations auprès des pays, etc. Ça va être raboté. Alors ça va pas être raboté à 100% du jour au lendemain, mais petit à petit,
eh bien, ça va être de moins en moins avantageux, peut-être au-delà d'un certain plafond, etc. On verra ce que les politiques vont nous pondre comme loi, ils vont pas le raboter à 100% du jour au lendemain, mais voilà, vous avez compris le principe. Alors, l'autre truc, ce serait l'idée, la fausse idée, ce serait qu'il faut absolument faire du LMNP parce que c'est génial et que ça permet de défiscaliser le plus possible en louant des appartements en meublé. Bah là aussi, c'est pas vrai parce qu'en fait, on fait du LMNP, on loue un appartement en meublé si cet appartement s'y prête, si le bien s'y prête. C'est-à-dire que la question de l'exploitation du bien, en fait, c'est peut-être pas celle qui doit venir en premier. On regarde d'abord si le bien il est intéressant, si le bien on peut en faire quelque chose, etc. Et en fonction de la topologie du bien, en fonction de sa situation géographique, eh bien il va être effectivement adapté pour du meublé. Voilà. Je vais te prendre l'exemple de ceux que j'avais. Grande ville étudiante, une préfecture. Pour pas dire c'était à Arras. 8 minutes de la gare à pied, une maison divisée en 6 appartements et il y en avait 3 qui m'appartenaient. Des 20-25 mètres carrés, donc ça en meublé c'était idéal pour des étudiants, c'était absolument parfait. Aujourd'hui je les ai plus pour des raisons que j'ai déjà expliquées dans d'autres vidéos, parce que il y avait des soucis sur la copro, etc. et que ça me prenait la tête au sens propre. Hop là, désolé, il y a des bestioles. Mais ce que je veux vous dire, c'est que là, ça a marché, mais j'ai d'autres appartements que je loue en nu, et en meublé, ça le ferait pas, parce que c'est pas dans des endroits où il y aurait une demande suffisante, c'est pas fait pour, etc. C'est tout. Et ça veut pas dire que je gagne pas d'argent avec, je gagne de l'argent avec, et si je les revendais, je prendrais de la plus-value aussi, il y a aucun doute là-dessus. Donc encore une fois, faut essayer d'être cohérent par rapport à un projet, par rapport à ce qu'on veut faire, et c'est en fonction du bien, en fonction de sa situation géographique qu'on va pouvoir réussir à prendre des décisions. C'est pas comme ça en déterminant, en disant il faut faire ci, il faut faire ça. La réalité, elle est toujours bien plus complexe. Ensuite, le point suivant, numéro 4, c'est de croire que vous allez réussir à atteindre la liberté financière grâce à l'immobilier. Soyons clairs, en fait, les processus que je vous indique, en fait, qui vous permettent de vous enrichir, notamment grâce à de l'effet de levier, évidemment, c'est des processus qui sont très efficaces, mais qui sont très lents. Parce que si tu achètes un appartement ou une maison en le finançant à 110%, t'en seras pleinement propriétaire que quand tu auras fini de rembourser ton crédit. Et si tu fais tout ce que tu peux pour le repousser le plus loin possible, tu comprends bien qu'à un moment donné, il faudra quand même finir par passer à la caisse petit à petit. Et donc, tu seras pleinement propriétaire du bien, en vérité, au bout de 17, 18, 20, 25 ans, peut-être encore plus, tu vois. Et donc voilà, c'est juste ça qu'il faut prendre en compte, sauf si tu décides de le revendre plus tôt. Donc c'est des stratégies qui sont très efficaces, mais qui sont très lentes. Donc il faut commencer le plus vite possible, et surtout il faut diversifier. C'est le sens aussi de la formation protocole 4P, que si ça t'intéresse, tu peux aller voir les liens dans la description. Mais c'est ce que j'apprends à mes clients et à mes élèves, aux membres de mes formations. Je les accompagne personnellement, et ça je tiens à le dire, c'est que je les lâche pas comme ça dans la nature. Il y a du suivi personnel, privé, personnalisé, parce que ça me semble important de pas justement proposer des recettes de cuisine aux gens comme ça. Et si on base toute sa stratégie, toutes ses espérances aussi, en se disant la liberté financière grâce à l'immobilier, etc., non, je suis désolé, la réalité elle est plus compliquée que ça. Si tu mises tout sur de l'immobilier et que d'un seul coup les mecs, la fiscalité elle change, que le prix de l'immobilier il baisse, ça arrive, voilà, localement ça peut arriver. Bon voilà, tu vois bien que toute ta stratégie elle tomberait à l'eau. Donc on ne met pas tous ses œufs dans le même panier, on essaye d'être prudent et de faire preuve de bon sens en diversifiant ses investissements. 5e et dernier point, c'est cette fameuse idée qu'on entend parfois que grâce à l'immobilier, tu pourrais faire du 0% d'impôt à vie. Alors là, je t'explique, tu peux te gratter, Martine, parce que c'est pas vrai, quoi. Déjà, des impôts, tu passes à la caisse quand tu passes chez le notaire. Après, si tu fais du LMNP ou même en nu, en faisant des travaux, machin, tout ça, on peut faire des travaux pour ne pas payer d'impôts pendant un certain temps. Voilà, même pendant longtemps, c'est tout à fait possible. Mais à vie, non. Si tu veux faire ça à vie, ça veut dire qu'il va falloir tout le temps acheter des appartements, acheter. Et en fait, si tu veux, c'est une fuite en avant. C'est ça que je veux te dire.
c'est une fuite en avant. Mais on paiera forcément des impôts à un moment donné, ne serait-ce qu'au moment de la revente, etc. S'il y a une ristourne fiscale, la plupart du temps, c'est parce que tu as fait des travaux d'amélioration du bien, et ces travaux-là, c'est pas la fiesta, quoi. Je veux dire, c'est encadré, il faut que ce soit des travaux qui aient du sens, il faut que ce soit des travaux qui soient là pour vraiment améliorer le bien, améliorer sa qualité, améliorer son confort, améliorer que ce soit plus une passoire énergétique, ce genre de choses. Mais on donne pas de l'argent comme ça aux gens pour faire plaisir, voilà. Donc méfiez-vous des gens qui vous font rêver en vous disant que tout ça c'est facile, que tout ça c'est passif, que tout ça c'est simple et que tout le monde peut y arriver. C'est faux. Tout le monde ne peut pas y arriver, et si vous voulez réussir à gagner de l'argent avec l'investissement immobilier, locatif, ou pas d'ailleurs, formez-vous, mettez un peu d'argent dans votre formation. C'est pas de l'argent perdu, vous le retrouverez à un moment donné, cet argent, parce que vous allez acquérir des connaissances qui vont vous faire gagner de l'argent. Voilà, on se croit souvent plus fort que tout le monde en disant ouais machin, je ferai mieux que les autres. Moi, ça a été personnellement mes premiers défauts sur mes premiers investissements, sur mon premier investissement, je l'explique, hein, j'ai consacré un article, j'en parle aussi en détail dans mes vidéos, dans ma formation. Tu passes à la caisse, tu vas te faire assaisonner à un moment donné, quoi, voilà. Donc c'est encore tout à fait possible de gagner beaucoup d'argent dans l'immobilier, énormément, il y a des opportunités folles en ce moment, mais je vous en supplie, franchement, prenez le temps de vous former, que ce soit par des bouquins, de la lecture, des formations, voilà, que ce soit moi ou un autre, je suis pas le seul à proposer des choses formidables. Non mais en vrai, sérieux, faites gaffe, quoi, voilà, parce que ça demande de plus en plus de connaissances, de savoir-faire et d'expertise. Donc je vous conseille d'attribuer un petit peu d'argent à vous-même, et vous n'en serez que gagnant à la fin, voilà. Bah, c'était Jérémy, si vous avez aimé la vidéo, ben tu lâches un pouce, abonne-toi à la chaîne, s'il te plaît. L'audience, elle continue de grandir, hein, la chaîne, elle continue de grandir. Je t'invite aussi à consulter le site internet, hein, parce que je publie de plus en plus de contenu sur la partie blog. Si tu veux réussir à faire des économies, si tu veux avoir des idées pour gagner de l'argent, des petites idées de compléments de salaire, etc. Voilà, il y a un certain nombre de choses qui peuvent te donner des idées. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très bientôt. Merci, salut, ciao, ciao.